Bonjour et merci de nous recevoir chez vous à travers ce programme. Et face à nous, ce jour, Thierry Lezin Mungala, membre du gouvernement. Il est voici 7 ans déjà ministre des Postes et Télécommunications. Mais aussi, il est membre du comité central du Parti congolais du travail. M'accompagne pour ces 3/4 d'heure avec Thierry Lezin Mungala, Giscard Maungu de DRTV et Brony Fortuna Ngolali de Top TV. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour à vous, chers confrères. Bonjour. Nous allons aller dans le vif du sujet. Nous allons parler politique et l'actualité en politique. Ce sont les consultations, monsieur le ministre, initiées par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Consultations sur la vie de la nation et l'État. Quel est le commentaire que vous en faites? Alors, merci d'abord de m'inviter. Le premier commentaire que cela m'inspire, c'est que le président de la République a posé un acte sans précédent dans l'histoire de notre pays depuis l'indépendance. Il est quand même exceptionnel de voir le premier magistrat du pays, père de la nation, symboliquement s'asseoir au pied de l'arbre à Palabre et demander à tout Congolais qui souhaite s'entretenir avec lui de la vie de l'État et de la nation de venir vers lui sans protocole. C'est d'abord ce fait-là qu'il faut relever. Et je crois même qu'en Afrique, il s'agit d'une avant-première quasiment unique. Je sais qu'en RDC, le président Kabila vient lui-même d'initier, après notre chef d'État, le même type de démarche. Donc, il y a là déjà une volonté du président de la République de toucher au plus profond des préoccupations et des motivations et du climat qui règne dans le pays, et ce qu'on pourrait appeler le Congo profond et le Congo d'en bas. Ça, c'est le premier élément d'appréciation. Deuxième élément d'appréciation, par ce geste, en rencontrant l'essentiel et de la classe politique et de la société civile, le président de la République a quelque part fait baisser une certaine tension qui était un peu perceptible parce que les gens se disaient mais nous approchons d'un certain nombre d'échéances et on ne sent peut-être pas que cette préoccupation soit prise en compte au plus haut niveau de l'État. Eh bien, le président de la République, par cet acte, vient de répondre à cette objection et par là, il vient de faire baisser la tension dans le pays. Je crois qu'aujourd'hui, chaque Congolaise, chaque Congolais se rend compte que le président de la République a écouté ce que le Congo profond avait à lui dire. Et le président de la République a pu échanger avec ce que le Congo profond pensait ou avait à lui dire. Et donc ça, c'est un élément symbolique, politique, exceptionnel. Donc il faut d'abord le préciser. Monsieur le ministre, une grande partie de l'opposition n'y était pas, et cela n'entache pas un tout petit peu ces consultations? Bon, quand vous dites une grande partie, disons qu'aujourd'hui, parmi les partis absents et qui ont refusé de venir discuter, échanger avec le président, il y a pour l'essentiel un parti qui est représenté dans les institutions qui s'appelle l'UPADES, qui a des élus, des députés, des élus locaux un peu partout. Le reste, on ne peut pas dire, parce qu'ils ne vont jamais aux élections, on ne peut pas dire ce qu'ils pèsent dans le pays. Donc citons un parti institutionnalisé et quelques personnalités politiques représentées au FROCAD, dont le poids politique aujourd'hui n'est pas mesurable puisqu'ils ne vont pas aux élections. Donc là-dessus, j'ai à dire ceci, mon frère. La question, elle est la suivante. On ne peut pas, de manière responsable, pendant 2 ans, réclamer de rencontrer le président de la République, et le jour où le président de la République décide d'appeler l'ensemble des forces politiques et l'ensemble de la société civile, dire « ah bon, on ne vient pas ». Monsieur le ministre, c'est même ça le vrai problème. Vous dites depuis 2 ans. Depuis 2 ans, l'opposition réclame cette rencontre avec le président. Le président ne l'a pas fait depuis 2 ans. Il le fait juste à quel vous avez parlé des échéances électorales. Est-ce que parce que ce ne sont pas faibles qu'il a fait, parce que l'opposition pense que accepter une telle rencontre, c'est cautionner ce que le président pense faire, c'est-à-dire changer la Constitution et rester au pouvoir? Ça, c'est un procès d'intention. Vous ne pouvez pas demander à discuter avec quelqu'un et à la fois imposer l'ordre du jour et en même temps soupçonner tel ou tel noir dessein de la part de celui avec lequel vous voulez dialoguer. Parce que si vous venez avec votre propre ordre du jour et que vous venez avec votre propre agenda, il n'y a plus de discussion. On n'appelle plus ça dialogue, on appelle ça diktat. Le président de la République est le chef du village. C'est le père de la nation. Dans nos traditions bantoues,
il faut venir vers lui. On peut, une fois qu'on est venu à sa demande, à son invitation, lui dire en face qu'on n'est pas d'accord avec sa démarche. Mais on ne peut pas à la fois dire que l'on est démocrate, dire que l'on veut un dialogue, et refuser de dialoguer au moment où le président de la République vous tend la main. C'est exactement, très exactement ceci. Il y a un adage religieux qui dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ouais. À partir du moment où vous faites une demande, et la dernière, la plus récente, remonte au mois de mars, de la part de l'opposition dite radicale. Il y avait un délai. Ils ont fait un mémorandum. Avec un délai. Ils ont déposé un mémorandum. À partir du moment où vous déposez un mémorandum, il me semble que vous n'avez pas, en plus, à édicter un délai de péremption du rendez-vous que vous proposez au président de la République. C'est le chef de l'État. Il a décidé, moins de 2 mois après, de convoquer, d'inviter l'ensemble de la classe politique et de la société civile. Le minimum, c'était de venir lui dire en face, Monsieur le Président, nous vous soupçonnons de desseins qui sont les suivants, et nous ne sommes pas d'accord. C'est ce qu'on appelle d'abord la courtoisie républicaine. Nous disions tout à l'heure, est-ce que cette main tendue à l'opposition et aussi à la société civile n'explique pas ou n'exprime pas la faiblesse du président dans le contexte actuel? Quand on dialogue, on n'est jamais faible. Quand on consulte, on n'est jamais faible. C'est justement le fait de s'arc-bouter sur des positions préétablies, qui sont des positions exclusives vis-à-vis desquelles on ne veut absolument pas discuter avec les tiers, qu'on est, à mon avis, plutôt en situation de faiblesse. Il est rare que celui qui demande à discuter soit en situation de faiblesse, au contraire, puisqu'il veut échanger. C'est donc qu'il est en situation de vouloir que les choses se passent de la manière la plus pacifique et de la manière la plus sereine possible. Monsieur le ministre, vous parlez tout à l'heure d'ordre du jour. Vous pensez que ceux-là, de l'opposition, vous avez cité radicale, n'avaient pas droit d'édicter un certain ordre du jour. Mais on voudrait comprendre parce qu'au sortir de ces consultations, j'ai eu l'impression qu'il a été question seulement de la Constitution. Quel était l'enjeu véritable de ces consultations-là? Je complète Diaz, alors que les consultations étaient basées sur l'avis de la nation et de l'État. Bon, je vais vous dire ceci. Je crois que si cette question n'avait pas été abordée par l'ensemble des invités du président de la République, ils auraient donc, excusez-moi l'expression, parlé du sexe des anges. Ça fait 1 an, voire 1 an et demi que ce débat est sur la table et dans la tête et dans les esprits de chaque Congolaise et chaque Congolais. Donc, on ne pouvait pas éluder ce débat-là. C'est le débat du moment. Et ce n'est pas le président qui l'a initié. C'est la première fois que le président, disons, avance sur cette question. Jusque-là, je vous rappelle le propos qu'il a tenu lors de son message de fin d'année 2014. Il a dit « Travaillons d'abord. J'entends qu'il y a un débat. Ce débat doit se dérouler. » Et là, le président de la République a fait ce qu'on appelle un petit pas en avant pour dire « J'écoute ce que pense le Congo profond. » Et ensuite, il est probable, parce que c'est cela, on ne fait pas des consultations ou des concertations pour le plaisir d'en faire. Il s'agit derrière, probablement pour le président de la République, dans le rôle qui est le sien, c'est-à-dire celui de père de la nation et de premier magistrat du pays, d'en tirer un certain nombre d'enseignements institutionnels et politiques. Donc nous restons dans l'attente de ces enseignements qui seront tirés par le président. Maintenant, je ne crois pas que ce soit les seules questions qui ont été abordées pendant les consultations. C'est l'impression qu'on nous a donnée. C'est l'impression qu'on nous a donnée. 70% de ceux qui sont passés ont parlé que de la Constitution. Mais non, mais c'est parce que c'est l'objet même de l'intérêt de tout le monde. Moi, en tant que journaliste, vous me recevez aujourd'hui, vous, journaliste, et on parle de quoi, si ce n'est de ce sujet-là? Ça veut donc dire que c'est la préoccupation du moment. Le rôle d'une démocratie, c'est de s'emparer, dans le cadre du débat citoyen, des questions brûlantes de l'heure. C'est une des questions brûlantes de l'heure. Parce que, qu'est-ce qui est en jeu? Ce n'est pas l'avenir politique d'un homme. C'est le passage de notre pays de manière sereine d'une époque politique que je qualifierais de post-conflit vers une époque politique qui doit nous conduire, une étape politique qui doit nous conduire vers l'émergence. Donc c'est pas rien comme dans ce cas, pourquoi, ce n'est pas rien comme débat. Dans ce cas, pourquoi la question divise tant? Si, c'est justement ce que vous argumentez à l'instant. Elle divise tant parce que quand il y a enjeu de pouvoir dans un sens ou dans un autre, il y a ceux qui aspirent légitimement à conserver leur ascendant sur les affaires publiques, et il y a ceux qui aspirent tout aussi légitimement à accéder aux mêmes affaires publiques. Donc quand il y a enjeu de pouvoir, il y a forcément débat. Monsieur le ministre, avec l'absence de l'opposition, même si vous avez voulu tout à l'heure un peu minimiser cette opposition, le poids de cette opposition, est-ce que vous pensez que le président de la République a atteint ses objectifs?
en organisant ces consultations. Est-ce qu'il a atteint ses objectifs? Bon, je ne vois pas sur quels critères vous parlez d'absence de l'opposition. Il me semble que M. Mwamba Clément, je crois, est d'opposition. Il a même réaffirmé, lui, en tant que personnalité politique... Il n'a pas représenté le PADES. Vous me parlez du poids. Moi, je vous parle des personnes reçues. Vous dites l'opposition. Moi, je dis, M. Mwamba Clément n'est pas de la majorité présidentielle, ni le Premier ministre Angel-Edouard Pungi, ni M. Kinyumbi Kiambungu, qui est député d'opposition, dont on connaît parfois la virulence. On peut ajouter M. Timothée Raymond et d'autres partis politiques qui sont venus dire au président de la République quelle était leur position sur le débat de l'heure. Donc, qu'on dise que l'opposition a été absente, peut-être que certains partis d'opposition l'ont été, je le regrette. Des figures majeures de l'opposition comme Tatsima Biala n'y étaient pas. Écoutez, cette opposition-là qui est plus visible sur le plan médiatique, soit au Palais du Peuple. Vous dites bien sur le plan médiatique. Donc ce qui compte... Parlons, hein. Bon, écoutez, c'est celui qui parle le plus fort n'est pas forcément... qui hurle le plus fort n'est pas forcément le plus fort sur le terrain. Donc la question n'est pas là. On a invité des gens, ils ne sont pas venus. C'est une donnée qui est là. On ne va pas pleurer sur le lait renversé, comme on dit. Les gens ont été conviés, ils ont indiqué pourquoi ils ne venaient pas. Et la question aujourd'hui qui se pose, c'est à partir du moment où ils réclamaient un dialogue, ça fait 2 ans, disent-ils, et moins de 3 mois qu'ils ont déposé un mémorandum, et ils ne viennent pas, pendant que le président les appelle, je crois que quelque part, cela disqualifie toute démarche tendant pour eux à dire demain, alors que le train est lancé, à dire demain, nous voulons quand même un dialogue. Et d'ailleurs, mais peut-être que nous y reviendrons tout à l'heure dans vos questionnements, je viens de constater, de lire dans la presse et de regarder dans les médias, une conférence de presse, je crois, qui a été tenue par le FROCAD, où maintenant, chose curieuse, ils ne demandent même plus un dialogue. Et ils nous disent clairement que leur prochain recours, c'est la rue. C'est dit dans Est-ce que ces consultations compteront pour dialogue Alors, je vous ai dit tout à l'heure que maintenant que le président de la République a consulté et a eu cette concertation avec ce que le pays compte de personnalités politiques, tant de la société civile que du Congo profond, il lui appartient de tirer les conséquences institutionnelles et les conséquences politiques. Donc je crois que nous devons attendre de voir sur quel point le président de la République va s'engager. D'ores et déjà, je tiens quand même à le préciser, avant qu'on avance sur le débat, il semble que se dégage de ces concertations un certain nombre de pistes. La première, c'est que l'ensemble des acteurs, qui soient pour ou contre le changement de la Constitution, souhaitent qu'un dialogue ait lieu. Un dialogue, on va dire, institutionnel, pas seulement des concertations. Deuxièmement, deuxième piste ou deuxième enseignement des concertations, il semble que la plupart des intervenants pendant ces concertations souhaitent qu'il y ait un débat sur la gouvernance électorale. Troisième enseignement, je n'ai pas entendu, même de la part de ceux qui ont exprimé leur hostilité au changement de la Constitution, un refus de principe sur l'idée de consulter le peuple. Parce que finalement, le souverain primaire, celui qui décide de la légalité, c'est le peuple. Donc voilà les 3 pistes qui devraient, à mon sens, et ça c'est l'observateur politique qui parle, à mon sens, déterminer et motiver les initiatives institutionnelles et politiques que le président de la République pourrait prendre dans les mois qui viennent. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez parlé du dialogue, vous avez effleuré le dialogue. En 2012, ces partis de l'opposition réclamaient les états généraux de la nation. Vous êtes membre du PCT, le PCT avait dit tout marchait bien. Et pourquoi les états généraux de la nation? Actuellement aussi, tout marche bien. Pourquoi le dialogue? Non, je viens de dire, je le répète, monsieur Mahongou, ces concertations avaient pour but, pour le président de la République, de s'enquérir du climat dans le Congo profond. Je crois qu'aujourd'hui, il est amplement renseigné. Deuxièmement, il y a une question brûlante qui planait un peu comme ça et qui créait une sorte de psychose dans le pays. Le président, dans son rôle de chef de l'État, avait le devoir de faire baisser cette tension et ces concertations ont abouti à cela. Troisièmement, il y a des partis politiques, des personnalités politiques qui sont exprimées sur un débat qui est celui du changement ou non de la Constitution. Enfin, ces concertations ont déterminé une feuille de route de manière implicite. Cette feuille de route, je le répète, a 3 volets. Premier volet, manifestement, en termes de méthode de procédure,
il s'est dégagé l'idée d'un dialogue. Il faut qu'il y ait un dialogue institutionnel. Deuxième piste, ou deuxième élément de la feuille de route, on parle de la gouvernance électorale. Il y a probablement des choses à revoir sur la base d'abord des concertations qui ont déjà eu lieu, des dialogues de Evo, Dolizy, Brazzaville, ou Brazzaville, Evo, Dolizy, dans le bon sens. Et enfin, il y a ce débat lancinant du changement ou non de la Constitution. Cela fait cela fonde les éléments sur lesquels vont probablement s'installer des initiatives du président de la République. Et donc, nous attendons de voir comment le président de la République va traduire tout cela. Monsieur le ministre, on se retrouve sur plusieurs terrains. On a l'impression que la majorité ou le président de la République tente de toucher plusieurs pistes à la fois pour aboutir à son projet de changement de la Constitution. Dialogue, consultation, référendum. Quelle est réellement la voie opportune? Est-ce qu'il faut tout à la fois ou choisir une seule voie pour y arriver? Bon, là vous anticipez, le président de la République n'a jamais dit, je dis bien n'a jamais dit qu'il voulait qu'on change la Constitution. Le président de la République a dit ceci, je le répète. Le PCT n'est pas le président. Le président, il n'est pas aujourd'hui à la tête du PCT, il est chef de l'État. Donc, pour revenir à ce que vous disiez, le président de la République a dit ceci, j'écoute le débat dans le pays. Il a décidé, pour des raisons qui sont tout à fait discrétionnaires, pour faire baisser la tension, de rencontrer lui-même les forces vives du pays à travers cette concertation. Maintenant, indirectement le référendum. Oui, mais le référendum a ceci, je dis bien, le référendum a ceci de salvateur. C'est que dans un pays, quand vous vous retrouvez dans une sorte de contradiction majeure, celle où il y a deux camps qui, semble-t-il, n'arrivent pas à trouver ou ne semble pas pouvoir trouver un terrain d'entente consensuel, le recours démocratique le plus connu, c'est la consultation du peuple. Et la consultation du peuple, il n'y a pas plus démocratique. C'est tout. C'est ce que le président de la République a dit. Mais en disant cela, il n'a pas dit « je suis pour ou contre le changement ». Il a dit « à un moment donné, s'il y a absence de consensus, s'il y a confrontation des idées, mais qui n'aboutit à aucun consensus, eh bien nous irons vers la consultation du peuple ». Vous ne pensez pas qu'il serait mieux pour apaiser réellement les tensions que le président dise, comme on l'a vu ailleurs, comme Yahi Boni, qui ne se représentera pas après la fin de son mandat? Bon, il ne faut pas vous focaliser sur une personne, parce qu'on ne fait pas des institutions pour une personne. On les fait pour que la gouvernance du pays soit conforme aux besoins du peuple. Eh bien, la Constitution d'aujourd'hui, si vous le souhaitez, on pourra y revenir, ne nous paraît pas, à nous qui sommes pour le changement de la Constitution, conforme à l'étape à laquelle nous sommes arrivés du développement du pays, ne nous paraît pas conforme au canon démocratique d'émergence d'une nouvelle classe politique et d'accompagnement de l'émergence économique et du développement durable que requiert, selon nous, l'étape actuelle d'évolution de notre pays. C'est tout. Maintenant, après, il y a les contingences politiques qui sont autre chose. Et il appartiendra aux forces politiques